Radio 2M. Faites entrer l'invité. Avec Fathia El-Aouni. Aujourd'hui, dans Faites entrer l'invité, nous allons parler de la diplomatie mondiale de la santé. Diplomatie de la santé, quelques mots qui peuvent sembler bien compliqués pour certains, mais en réalité pas du tout. Diplomatie et santé sont en effet plus que jamais liés parce que les enjeux mondiaux n'ont jamais été aussi importants pour sauver l'humanité. Ce qui nous préoccupe tous en ce début d'année, ce sont bien évidemment les vaccins. Quand? Lesquels? Seront-ils efficaces? Les risques? Aurons-nous les meilleurs? Une préoccupation mondiale et pour cause. Cela fait des mois que nous patientons et cette année 2021 est placée sous le signe de tous les espoirs. Quels sont les pays les mieux placés dans cette course aux quatre coins de la planète? La Chine revient sans cesse dans les analyses des experts et scientifiques. Eh bien, c'est de la Chine dont nous allons parler en détail avec mon invité du jour, Antoine Bondaz. Il est chercheur, spécialiste de la Chine à la Fondation pour la recherche stratégique et il est enseignant également à Sciences Po Paris. Bonjour. Bonjour. Meilleurs vœux, Antoine Bondaz. Meilleurs vœux à vous ainsi qu'à tous vos auditeurs. Alors, quelques chiffres pour débuter et comprendre les enjeux actuels. Selon une récente étude américaine, un quart de la population mondiale n'aura pas accès aux vaccins. Les pays riches, qui comptent moins de 14% de la population mondiale, auraient réservé 51% des doses des vaccins les plus prometteurs. Plus de la moitié de la production mondiale pour seulement 14% de la population. J'ai envie de vous poser la première question. C'est quand même des chiffres des plus inquiétants. Alors, c'est inquiétant, mais j'ai envie de dire, ce n'est pas nouveau et ce n'est pas surprenant que les pays riches, évidemment, cherchent à acquérir massivement des vaccins afin de vacciner au plus vite leur population. La vraie question qu'il faut se poser, c'est comment est-ce qu'on peut mettre en place des mécanismes multilatéraux à laquelle les pays les plus développés peuvent participer afin de participer à l'effort international, notamment de vaccination, et de permettre aux pays les moins développés d'acquérir également des vaccins, qu'ils soient largement subventionnés, qu'ils soient tout simplement offerts. Alors, est-ce que l'on peut dire que le vaccin est devenu une arme diplomatique? Et voilà la question, comment se positionne la Chine? Disons que c'est devenu un outil diplomatique extrêmement important. On voit par exemple que les pays européens mettent en avant leur soutien à l'initiative COVAX, qui rassemble plusieurs acteurs, notamment publics et privés, l'Alliance Gavi, l'UNICEF et évidemment l'OMS, afin de fournir des doses de vaccins aux pays en développement. Et ça, la Chine l'a également rejoint, cette initiative. Mais la Chine, à côté de cela, multiplie les accords bilatéraux. On l'a vu avec le Maroc, l'Indonésie, le Brésil, les Émirats. Et l'objectif de la Chine, il est extrêmement clair. Il est de se concentrer notamment sur les pays en développement, des pays dans lesquels l'accès au vaccin est plus compliqué. Et donc, la Chine cherche à offrir ou à vendre à bon prix des vaccins qui sont peut-être de moins bonne technologie, entre guillemets, que les nouveaux vaccins extrêmement modernes comme Pfizer, BioNTech, mais qui sont tout de même efficaces, qui sont parfois plus faciles à utiliser et surtout qui permettent à la Chine de se mettre en avant, de marquer des points et de montrer que vis-à-vis de ces pays, la Chine est un partenaire aujourd'hui incontournable. Alors justement, si la Chine, dans cette diplomatie de la santé, est en train de gagner des points, est-ce qu'on peut expliquer clairement lesquels ? Alors, la diplomatie de la santé chinoise, premièrement, elle est ancienne. Donc, elle ne s'appuie pas uniquement sur la pandémie de la Covid-19, mais elle remonte au début des années 60, puisque dès 1963, par exemple, la Chine envoyait des équipes de médecins en Algérie. Et puis, ces dernières années, notamment dans le continent africain, elle a été extrêmement active, que ce soit lors de la lutte contre la crise Ebola ou plus récemment avec la création des routes de la soie de la santé. Aujourd'hui, la Chine, dans la pandémie de la Covid-19 et vis-à-vis des vaccins, elle a plusieurs avantages. Le premier avantage clé, c'est qu'il y a en Chine au moins 4 vaccins qui sont en cours d'homologation et de mise sur le marché. 4 vaccins qui ont donc quasiment terminé la phase 3 des essais cliniques. Deuxièmement, la Chine est une puissance industrielle considérable. Elle a donc une capacité de production de vaccins qui est quasiment sans égale en dehors des pays extrêmement développés comme les États-Unis ou d'autres pays. Troisièmement, la Chine n'a pas la même urgence sanitaire que les pays européens ou les États-Unis. Et la Chine peut donc se permettre, tout en menant une campagne de vaccination sur son territoire, d'en exporter une grande partie. Et puis, troisièmement, encore une fois, et je le rappelais tout à l'heure, la Chine, depuis plusieurs mois, insiste sur la priorité qu'elle souhaite donner aux pays
en développement afin de faciliter leur achat de vaccins et donc, entre guillemets, couper l'herbe sous le pied des multinationales occidentales qui, elles, encore une fois, se concentrent avant tout sur des marchés où il y a plus d'argent à se faire et où il y a une plus grande urgence. C'est par exemple l'Europe, le Japon ou les États-Unis. On pourrait dire que la Chine tend les bras au monde, c'est l'image en tout cas qu'elle veut donner, puisque elle a promis de faire du vaccin un bien public mondial. Elle a même ouvertement annoncé qu'elle serait au chevet des pays les plus en difficulté, notamment en Afrique, et elle a même parlé de dons. Alors, c'est effectivement le message que met en avant la Chine. Alors, il faut être très clair, d'autres pays également vont soutenir les pays en développement et l'immense majorité des pays africains. Par exemple, l'Union européenne a déjà dépensé 500 millions d'euros afin de sécuriser 1 milliard de doses, in fine, pour les pays en développement. Mais la question qui se pose, c'est quand est-ce que ces vaccins arriveront ? S'ils arrivent dans 2 ans, évidemment, il peut y avoir une attente et une exaspération populaire face à ces délais extrêmement importants. La Chine, elle, a déjà renforcé sa communication pour se différencier justement des pays occidentaux. Alors, si la Chine va offrir quelques vaccins, elle va avant tout en vendre, mais l'avantage de la Chine, c'est que les vaccins utilisant des technologies plus traditionnelles, les vaccins vont être moins chers, déjà en termes de coûts, et puis deuxièmement en termes de logistique, en termes d'administration, les vaccins chinois vont être plus faciles à administrer. Or, on le voit dans les pays les moins développés, un vaccin extrêmement moderne comme celui de Pfizer-BioNTech, qui doit être conservé à moins de 80 degrés, est extrêmement difficile à déployer et à utiliser dans certains pays. Et donc là, encore une fois, la Chine met en avant l'utilisation beaucoup plus pratique, beaucoup moins cher et donc beaucoup plus facile de ces vaccins. Et c'est vrai, par rapport à ce que vous dites, effectivement, vaccin moins cher, plus adapté, et même un dernier volet, parce qu'il apparaît moins efficace. On parlait de Sinopharm notamment, avec seulement 79% par rapport à d'autres qui étaient à 90, 95. Et là, la Chine et des experts scientifiques disent oui, mais plus sûr, moins à risque, parce que ça utilise, comme vous le rappeliez, des méthodes plus anciennes. C'est effectivement les grands arguments que mettent en avant les autorités chinoises. Premièrement, les vaccins sont efficaces puisque pour obtenir une autorisation de mise sur le marché, il faut plus de 50% d'efficacité. Et là, la Chine, les vaccins chinois, pour l'instant, les atteignent évidemment facilement. Ils sont un peu moins efficaces que d'autres vaccins beaucoup plus modernes, entre guillemets, à l'ARN messager et autres. Il n'en demeure pas moins des vaccins efficaces. Et là-dessus, la Chine, il ne faut pas l'oublier, s'appuie sur une expérience de plusieurs décennies dans la constitution d'une véritable industrie des vaccins. Premièrement, pour vacciner la population chinoise. Ce sont des centaines de millions de doses de vaccins qui sont produites chaque année, par exemple, par Sinopharm. Et puis, depuis désormais une dizaine d'années, certains vaccins chinois sont reconnus sur la scène internationale, puisque l'OMS et l'UNICEF, par exemple, utilisent depuis une petite dizaine d'années certains vaccins dans leur grande campagne de vaccination mondiale. Antoine Bourdaz, on savait que la Chine gagnait du terrain sur les nouvelles technologies dans de nombreux secteurs comme la génétique, les ordinateurs quantiques, l'intelligence artificielle. En revanche, on ne connaissait pas à ce point les grandes industries pharmaceutiques chinoises. Alors effectivement, et c'est entre guillemets le révélateur et le catalyseur qu'a été la pandémie de la Covid-19, c'est qu'elle a permis de faire prendre conscience des avancées considérables de la Chine ces dernières années. Les biotechnologies en général, dont l'industrie du vaccin fait partie, est une des 10 industries priorisées dès 2015 dans un grand plan d'innovation chinois qu'on appelle le Made in China 2025. C'est également dans le dernier plan quinquennal une des 5 industries qui étaient considérées comme stratégiques. Et les ambitions de la Chine sont extrêmement importantes. Avant tout, évidemment, pour s'occuper de sa propre population, mais aussi, in fine, pour être un meilleur compétiteur sur la scène internationale. Et dès 2017, avec la création d'un grand plan national qui s'appelle China Healthy 2030, l'objectif, il est de faire des géants de la pharmaceutique chinoise, des géants internationaux, et donc à terme de pouvoir concurrencer directement les grandes industries, notamment occidentales. Alors si ce n'est pas encore le cas directement, et on le voit aujourd'hui, les entreprises chinoises sont un petit peu moins innovantes, même si elles ont considérablement rattrapé leur retard, elles n'en demeurent pas moins des vraies compétitrices, et on le voit notamment dans les pays en développement.
Et il y a aussi, c'est très important de préciser parce qu'on en parle peu, il y a le transfert technologique. Parce que la Chine propose également aujourd'hui de produire des vaccins localement. Alors, ce qui sera très important, effectivement, c'est d'avoir le détail de ces différents accords qui ont été passés. Alors, évidemment, avec le Maroc, mais aussi le Brésil, l'Indonésie ou les Émirats, pour commencer. C'est de savoir s'il y a des vrais transferts de technologie ou simplement des transferts de chaînes de production. Mais ce qui est clair, c'est que pour ces pays, et notamment pour le Maroc, c'est une véritable opportunité. Une opportunité, premièrement, de développer en partie et de produire en partie sur place, qui sur le plan économique a évidemment un intérêt, mais aussi un intérêt à plus long terme, qui est de présenter ces différents pays comme des plateformes au niveau continental, par exemple au niveau du continent africain, comme étant la tête de pont, par exemple, des grandes entreprises chinoises de la pharmaceutique et des biotechnologies vis-à-vis de ce continent. Et là-dessus, évidemment, ce serait une belle opportunité pour le Maroc d'avoir un partenariat extrêmement poussé avec la Chine et de pouvoir produire non seulement des vaccins, mais peut-être demain des médicaments et autres pour les entreprises chinoises. Vous qui êtes un expert de l'Asie, vous diriez que cette année 2021 peut être un véritable tournant pour la Chine, qu'elle peut changer la donne mondiale? Je ne sais pas si c'est un tournant. Ce qui est sûr, c'est que c'est un catalyseur et un révélateur de tendances qui existaient auparavant. Et ce qui est également clair, c'est que pour la Chine, c'était une opportunité sans précédent, notamment vis-à-vis des pays africains, des pays du Moyen-Orient, des pays d'Asie du Sud-Est, de renforcer sa coopération, de renforcer, in fine, son influence, à un moment où les pays européens, les États-Unis, le Japon, sont évidemment avant tout préoccupés par leurs problèmes intérieurs et notamment la situation évidemment sanitaire. C'est donc encore une fois une opportunité considérable que les autorités chinoises évidemment essayent de saisir. J'ai retrouvé quelques chiffres en préparant cette interview sur les budgets de recherche et de développement de la Chine. C'est absolument colossal. Il aurait augmenté de 900% depuis 10 ans pour atteindre l'année dernière 400 milliards de dollars pour l'année 2020. Est-ce que l'on peut dire que la Chine est désormais une puissance par rapport à ce que vous dites et que vous nous précisez d'ailleurs aujourd'hui, et désormais une puissance scientifique majeure, parce que jusqu'à maintenant, Antoine Bondaz, la Chine pour beaucoup, c'est l'usine du monde qui produit des marchandises à bas prix, de mauvaise qualité, mais qui est en passe de devenir, comme vous le dites là quand même, le leader mondial dans les technologies de pointe. Alors, c'est effectivement une image qui colle à la Chine et dont les autorités chinoises essayent de se défaire déjà depuis plusieurs années. Vraiment, l'essor des technologies modernes en Chine date de la fin des années 70 et du début des années 80 et des grandes réformes économiques qui avaient été entreprises par Deng Xiaoping. Il y a notamment en 1986 un plan d'innovation majeur qui est adopté afin d'essayer de rattraper le retard qu'a pris la Chine sur les grands pays occidentaux. Et on a vu ces dernières années se multiplier les plans d'innovation, mais également les budgets afin de rattraper ce retard. Alors la Chine met en avant des grandes avancées comme dans les questions spatiales, mais de plus en plus également dans les questions sanitaires, les questions biotechnologie. Et là, les ambitions de la Chine, encore une fois, elles sont évidentes, elles sont extrêmement claires et clairement exprimé par la Chine. L'objectif, c'est à terme de devenir la première puissance en termes d'innovation. Les autorités chinoises ont parfaitement conscience que ce n'est pas encore le cas, mais elles se donnent l'objectif de 2050 pour être de loin la première puissance de l'innovation. Alors aujourd'hui, la Chine réussit dans certains domaines, encore une fois, à être une concurrente extrêmement sérieuse des pays occidentaux. Et dans ce qui est la production de vaccins, par exemple, les vaccins chinois sont reconnus dans les standards internationaux comme des vaccins qui sont fiables. Et l'image d'un vaccin qui serait bon marché mais de mauvaise qualité n'est pas aujourd'hui ce qu'il faut retenir de la Chine. J'aimerais que l'on aborde, pour terminer, vous l'avez évoqué en quelques mots, les relations justement de la Chine et de l'Afrique. La Chine a le regard résolument tourné vers l'Afrique. Elle est devenue au cours de ces dernières années le premier partenaire commercial du continent africain. Les investissements sino-africains se multiplient actuellement. Quelques exemples, il y a eu la construction de zones de coopération économique et commerciale sino-africaines, de parcs
industriel, plus de 6000 kilomètres de chemin de fer, plus de 6000 kilomètres de route, près de 20 ports, des 80 installations de production d'électricité de grande taille. On se dit que la Chine mise énormément sur le continent africain actuellement. Et vous avez tout à fait raison. La Chine considère que l'Afrique est un continent d'avenir avec un potentiel économique considérable. Et donc, ce n'est plus simplement l'utilisation des ressources et des matières premières du continent africain qui intéresse les autorités chinoises et les entreprises chinoises. C'est également le marché africain. On a vu par exemple la signature et l'entrée en vigueur il y a quelques jours, au 1er janvier, de l'accord de libre-échange entre la Chine et l'île Maurice. C'est le premier entre la Chine et un pays africain. Il devrait y en avoir d'autres dans les années à venir. Et la Chine multiplie, que ce soit au niveau politique avec le fameux forum Chine-Afrique qui se tient tous les ans, mais aussi à travers la multiplication des investissements, la multiplication des relations entre personnes, par exemple les étudiants chinois qui vont étudier en Afrique et surtout les étudiants africains qui vont étudier en Chine, que la Chine mise beaucoup, encore une fois, sur le plan politique et sur le plan économique, et que cela, évidemment, d'un point de vue européen et américain, pose des questions sur l'engagement de ces pays vis-à-vis du continent africain et l'idée que peut-être ils devraient en faire plus. Et ça, c'est une opportunité, in fine, unique pour l'ensemble des pays africains de jouer, entre guillemets, de la compétition entre la Chine et les États-Unis, entre l'Union européenne et la Chine, entre l'Inde et la Chine, pour maximiser les opportunités et, in fine, pousser le développement. Donc cette déclaration de la Chine est à prendre très au sérieux et pas seulement comme une promesse, parce que c'est vrai que les pays africains, ça a suscité énormément d'espoir, cette proposition en fait de la Chine pour livrer des vaccins au continent, pour aider les pays les plus pauvres. Beaucoup se sont demandé si c'était pas juste pour dorer son image. À votre avis, c'est bel et bien réel ? Alors, il y a évidemment un enjeu de communication qui est véritable. Et quand la Chine oppose d'un côté les pays développés qui, eux, chercheraient avant tout à protéger leur population sans prendre soin des autres, et la Chine qui serait altruiste, il y a évidemment un enjeu de communication. Mais au-delà, pour l'ensemble des pays africains, c'est une opportunité unique de jouer notamment de la multiplication des producteurs de vaccins. Et aujourd'hui, il n'y a pas une seule entreprise ou un seul pays qui peut fournir des vaccins à l'ensemble d'un continent. Et donc, l'ensemble des pays africains doivent se reposer non seulement sur la Chine, mais aussi les producteurs américains, les producteurs européens. Et dans ce cadre-là, il faut quand même reconnaître et souligner l'importance de certaines initiatives multilatérales. Je parlais tout à l'heure de l'initiative COVAX, qui permettra tout de même de fournir plus d'1 milliard de doses à terme à l'ensemble des pays les moins développés, dont certains pays africains. Mais vous pensez que c'est à long terme ? C'est loin ? C'est a priori pas avant début 2022, donc cela peut sembler évidemment une éternité. Et donc l'objectif, ça va être de le plus rapidement possible d'accroître la capacité de production des grandes entreprises internationales et surtout de s'assurer qu'une partie de cette production n'aille pas uniquement vers les pays les plus développés et qui peuvent se permettre de dépenser davantage d'argent pour avoir ces vaccins en urgence, mais qu'ils aillent aussi vers l'ensemble des autres pays et notamment les pays africains. Merci beaucoup Antoine Bonda. Je rappelle que vous êtes Merci chercheur, spécialiste de la Chine à la Fondation pour la recherche stratégique et enseignant à Sciences Po à Paris et que vous publiez de très nombreuses... Vous publiez pas mal, hein ? Oui, j'essaye. Ouais. En tout cas, j'ai été ravie de vous avoir. Merci de votre Merci analyse beaucoup et j'espère à très bientôt. Merci. Merci beaucoup, bonne journée. Bonne journée, au revoir. Vivre avec vous.